On va commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la première pause midi du CRDE de cette année 2014-2015. On a le plaisir d'accueillir une étudiante de doctorat, donc Marilyn Govreau. Et puis, je vais juste vous parler très rapidement d'elle, pour qu'on puisse mieux la connaître avant le début de sa présentation. Donc, elle est originaire de Saint-Quentin, qu'elle me dit. Elle détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Moncton, ainsi qu'une maîtrise en sociologie de l'Université d'Ottawa en 2013. Présentement inscrite à notre programme de doctorat ici à l'Université de Moncton. Et parmi ses intérêts de recherche qu'elle nous partage, on compte la place de l'imaginaire en éducation, le mouvement de unschooling et la construction identitaire des jeunes en milieu minoritaire francophone. Voilà des choses qui alimentent, d'après elle, ses réflexions et son questionnement en éducation. Fait que vous avez reçu la convocation, vous avez eu la chance donc de lire le petit résumé de sa présentation. Je ne le relirai pas à ce moment-là, mais je vous présente quand même le titre qui est « Vers une éducation à l'autonomie » avec un point de question. La crise contemporaine de l'éducation vue par Cornelius Castoriadis. C'est ça? Alors, sans plus tarder, je vous présente Marilyn Govreau. Merci, Michel. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vais essayer de rentrer dans les 20 minutes de ma présentation parce qu'étant donné qu'il y a plusieurs perspectives à aborder sur cette question-là, je vais essayer de circonscrire les sujets que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour faire une petite mise en contexte, pendant la deuxième moitié du 20e siècle, autour des années 50, nos sociétés contemporaines, occidentales, sont pour la plupart animées par une volonté de former des individus ou des citoyens autonomes tels que nous avons remarqué dans certains rapports institutionnels tels que celui de l'UNESCO. L'éducation est un trésor caché dedans, dont aussi le rapport parent qui a été créé dans les années 60 au Québec avec la commission d'enquête royale sur l'enseignement. Aussi, on peut le voir chez nous, au Nouveau-Brunswick, à travers les planifications stratégiques de certains districts scolaires. Donc, voici cette petite mise en contexte-là. Ensuite, on peut se poser cette question ici, étant donné que l'autonomie fait donc partie de cette mission éducative-là des institutions, est-ce que notre système éducatif contemporain est apte à former des citoyens autonomes? Alors, pourquoi notre système éducatif contemporain n'est pas capable de contribuer à la formation de citoyens et de citoyennes autonomes, une tâche pourtant fondamentale qui semble faire partie intégrante de sa mission? Et aussi, on peut se poser une deuxième question. En quoi et comment l'éducation peut-elle constituer une voie qui permet l'instauration d'un projet d'autonomie qui se veut global, tant sur le plan individuel que social? Donc ici, l'objectif de cette étude ici, c'est de vraiment comprendre les raisons qui sont sous-jacentes à la crise ou à l'échec que connaît notre système d'éducation contemporain, et ce, malgré les diverses stratégies et réformes déployées depuis l'État-providence, depuis les années 60, pour éduquer les individus à l'autonomie dans une perspective citoyenne, afin qu'ils deviennent des sujets libres capables d'émettre à la fois des jugements sur eux-mêmes et ce qui les entoure, de même qu'à participer à la gestion sociopolitique de la vie collective. En tant qu'hypothèse, on peut dire, nous croyons que ce phénomène social peut être expliqué par le fait que l'autonomie sur le plan social n'est pas centrale dans l'imaginaire de nos sociétés occidentales contemporaines. Par contre, étant donné qu'il y a la question de recherche à l'IDOU, on croit quand même que l'éducation, comme processus de socialisation, ce qu'appelle Castoriadis la paideia, peut encore représenter une avenue privilégiée en vue de former des citoyens autonomes. Ici, peut-être vous posez la question, qu'est-ce que c'est la paideia? C'est un concept qui tire son origine de l'Antiquité grecque. La paideia, ou l'éducation, dans l'approche théorique de Castoriadis, est l'institution la plus radicale qui permet de réguler l'imaginaire de la société et l'imagination de l'individu. Je vais revenir un petit peu plus tard là, sur certains concepts qui se reflètent dans cette paideia ici. Donc,
pour commencer notre analyse ou notre réflexion sur les barrières qui nous empêchent d'atteindre cette formation citoyenne des individus autonomes, on peut étudier ce qui s'est passé au Québec autour des années 60, avec la Révolution tranquille. Donc, on peut voir, à travers l'histoire, le passé du Québec, qu'il y a eu un essor culturel pendant la Révolution tranquille. Guy Rocher, sociologue québécois, stipule qu'il y a eu une période de transformation culturelle après la Révolution industrielle qui a débuté à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50. Puis à partir des années 50, il y a des nouvelles mentalités qui se sont créées chez les individus et la collectivité québécoise. Donc, 1950 est une décennie qui annonce de grands changements. Étant donné qu'on remet en question l'éducation, ses valeurs et ses idées. Il y a aussi une attitude critique qui émerge, qui donne le coup d'envoi à des mutations socioculturelles. Aussi, d'autres événements qui nous permettent de voir ces transformations culturelles-là, c'est qu'il y a aussi une crise de l'autorité et une volonté d'émancipation et de renouveau. Également, il faut dire que le Québec a été influencé par les événements qui se sont passés ailleurs dans le monde. Par exemple, la réclamation accrue des droits de la personne, la décolonisation en Afrique. Donc, une nouvelle conscience sociale et politique qui émerge au Québec. Et donc, voilà qu'il y a un groupe d'académiciens, d'intellectuels, des gens, des praticiens qui se sont formés ensemble et ont formé la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province du Québec. Donc, on voit qu'il y a une certaine volonté, on voit qu'il y a un témoignage de modernisation et d'une démocratisation de l'enseignement. Il y a des réformes qui se basent sur les valeurs émergentes et nouveaux besoins et défis de cette nouvelle société. Donc, à partir de cette commission royale d'enquête-là, il va y avoir une réadaptation du système d'éducation dans le sens d'une démocratisation de l'éducation. Comme Rocher le stipule, il dit « Notre système d'enseignement actuel est le reflet de notre société ». Il y a 4 enjeux qui vont donner le coup d'envoi à ces réformes-là, de l'explosion scolaire, le baby-boom, l'immigration, scolarité obligatoire. Il y a également, comme deuxième enjeu, la révolution scientifique et technologique. Il va y avoir des nouvelles techniques qui vont apparaître, il va y avoir la hausse du secteur tertiaire, il va y avoir de plus en plus de fonctionnaires, des besoins plus raffinés, des désirs de progrès, de rendement à atteindre. Il va y avoir également comme troisième enjeu la transformation des conditions de vie. On veut rendre accessible à tous le savoir, la connaissance, la société du loisir, l'éducation permanente. Ce n'est pas seulement de tel âge à tel âge qu'on fait l'éducation, mais c'est tout au long d'une vie. Et l'éducation devient l'affaire de tous. Et comme quatrième enjeu, il y a l'évolution rapide des idées. On veut démocratiser nos institutions, on veut permettre une certaine égalité des chances et des conditions, le droit à l'éducation, démocratie libérale et pluraliste et procédurale. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut relever? C'est que l'action de l'État québécois apparaît plutôt comme un gage de liberté et une garantie de l'autonomie de la personne. Mais on peut se poser la question, comment est-il possible de garantir cette autonomie ici citoyenne quand il n'est pas socialisé à l'autonomie au préalable? Donc, ici, on peut réfléchir sur ce concept d'autonomie-là à travers la période du Québec contemporain après la deuxième moitié du 20e siècle. On peut prendre, par exemple, les référendums qui ont eu lieu de 1980 et 1995. On voit qu'il y a un espoir d'une autonomie sociale, politique et économique. Et il y a également une remise en question des institutions éducatives et ses finalités. Mais on constate également que les institutions s'autonomisent et il y a une certaine hétéronomie qui s'institue. Il y a des butées qui vont s'ériger à travers les institutions et ces institutions-là vont créer leur propre loi sans nécessairement avoir un projet commun. Donc, il y a un morcellement, une certaine décentralisation qui s'institue. Il y a aussi
regarde le rapport parent, des ambiguïtés en ce qui concerne la définition de l'autonomie. On voit aussi qu'il y a une tension entre l'autonomie et d'autres valeurs qui apparaissent, donc les valeurs de rendement, de progrès, de bureaucratisation, de planification. Et aussi, on a remarqué à travers cette recherche-là, je devrais dire je, là, pas on, que le sens de l'autonomie, parfois, n'est pas bien compris aussi. Il y a une certaine confusion. Parfois, on mélange le sens de l'autonomie à l'indépendance. Et ça ne veut évidemment pas dire la même affaire. L'indépendance ici renvoie plutôt à une certaine individualité, en quelque sorte une volonté de se distinguer des autres. Donc, ça ici, c'était pour faire une mise en contexte de ce qui s'est passé au Québec après les années 50 avec la Révolution tranquille. Donc ici, je vais aller vous expliquer la théorie de Cornelius Castoriadis de façon vraiment brève. Là, on pourra aller dans les détails, mais je crois ici, c'est pas nécessairement essentiel. Donc ici, je vous ai donné quelques repères biographiques. Cornelius Castoriadis, il est né en 1922 et il est né à Istanbul. Lui, dans ses écrits, il préférait dire Constantinople. Et il est mort à Paris en 1997. Il est le cofondateur de Socialiste Barbarie, qui est une revue. Il a fondé cette revue-là avec M. Claude Lefort. Et on voit aussi qu'il a été économiste à l'OCDE et il a été également le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et il a été également psychanalyste. Donc on voit que c'est un auteur qui est quand même pluridisciplinaire à travers ses recherches. Et ici, je vous ai mis le titre de son œuvre théorique centrale, qui est l'Institution imaginaire de la société, qui a été publié en 1975. Là, j'ai préparé un petit modèle théorique, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, Castoriadis, à travers sa théorie, on peut ressortir qu'il n'est pas très un grand fervent du déterminisme historique, de la causalité et du réductionnisme. Il croit beaucoup en ce qui concerne la création sociale historique. Il croit au changement à travers la société et à l'histoire. L'histoire n'a pas de fin, c'est un processus continuel. Il y a toujours quelque chose qui va amener l'histoire à changer, c'est indéterminé. Bien sûr, la société change avec le temps. On va voir aussi qu'il est très critique et engagé à travers ses écrits. Pour lui, il n'y a aucune vérité absolue qui ressort de sa théorie. Il y a une sorte de dialectique ouverte, inachevée, à travers la création sociale historique, et il propose divers praxis ici dans le sens qu'il relie le savoir théorique à la pratique historique. Donc, qu'est-ce que c'est le social historique? C'est le moteur de l'institution historique et sociale. Le social historique renvoie à l'idée de création humaine et d'altération de nouvelles valeurs de normes. Il y a une sorte d'union-tension aussi entre ce qui est institué et qu'est-ce qui va se préparer à être institué, l'instituant. Ce qui est à faire et ce qui est fait. Et il montre aussi cette tension-là entre l'étant et l'être. Ici, je vais nommer une définition qu'il mentionne dans l'Institut imaginaire de la société. Il dit que le social historique, c'est le collectif anonyme, l'humain impersonnel qui remplit toute formation sociale donnée en déployant une forme d'imagination collective qui lui est particulière. Donc, ce mode d'être qu'est le social historique implique une relation circulaire entre le social et le temps qui transforme ce qui est institué en instituant de nouvelles formes, structures et significations sociales. Donc, on peut en conclure que la société et son histoire s'instituent par l'intermédiaire de l'activité de la création humaine. Ce sont les individus et les groupes sociaux qui créent de nouvelles formes sociales et des institutions porteuses de sens. Bon. Quelles sont les trois idées forces de l'imaginaire? Eh bien, il y a l'imagination radicale. L'imagination radicale, ici, renvoie à la psyché, notre inconscient. C'est de cette psyché-là que relève l'activité originaire. C'est la force de création. C'est elle aussi qui nous permet de nous représenter dans quelque chose. C'est un pour soi, c'est un mode d'être.
Mais évidemment, si on serait tous des êtres qui ne sublimeraient pas nos désirs et tout ça, ça serait le chaos total. Donc, pour lui, il dit qu'on doit justement socialiser la psyché. Mais elle n'est jamais, jamais, jamais instituée complètement. Ou socialisée dans ce sens-ci. Il y a également l'imaginaire social institué et instituant. Ici, l'imaginaire social institué et instituant se réfère surtout à la collectivité, à la société. C'est elle qui comporte une certaine substance, et c'est par cet imaginaire social-là qu'il y a une auto-altération à travers le processus du social historique. Et il y a ici les significations imaginaires sociales. Ici, on pense peut-être que c'est un concept très complexe, là, mais grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? C'est un magma d'objets sociaux et logiques, ensemblistes, identitaires. C'est dans le fond des valeurs qui sont créées à travers une association de symboles. C'est ça. Puis des significations imaginaires sociales, il y en a un nombre indéfini. Puis ces significations imaginaires sociales ici, là j'en ai fait un exemple, là puis là, on voit qu'ils sont institués à travers l'imaginaire social, hein, mais ils peuvent disparaître en tout temps. Ici, le Leibniz, qui est un autre socle qui entre dans l'imaginaire social, représente le savoir-dire, le langage, la culture. Puis ici, il y a le Teken, le savoir-faire qui représente la technique. Donc, on voit ici que les significations imaginaires sociales s'instituent à travers le langage et s'instituent également à travers les pratiques et les techniques de savoir-faire. Bon, Castoriadis, il dit justement que l'institution imaginaire de la société repose sur un état ontologique qu'il dit de chaotique. Dans le fond, lorsqu'on marche, il n'y a rien qui nous dit que dans le prochain pont, on va tomber. Il disait dans le fond qu'on marche sur le chaos, mais nous, on est le cosmos, c'est une sorte de dialectique entre le chaos, ce qui est sur nos pieds, et nous, on est le cosmos en étant au-dessus. C'est nous qui est l'ordre. Mais, comme il dit, tout peut tomber à tout moment. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce fondement ontologique-là du chaos, parce que c'est lui qui représente la création sociale historique. Il y a toujours un renouveau, il y a toujours une altération. Il dit aussi l'organisation sociale de l'institution se fait par l'imaginaire social et ses deux institutions de base, le Leibniz et le Teken, incarnant des significations imaginaires sociales qui peuvent à tout moment être transformées par le collectif anonyme qu'est le social historique. Et ce chaos-là, c'est ce qui donne l'origine ou le pouvoir de surgissement et de l'insondable de l'être. Bon, voici ce qu'était le modèle théorique de Castoriadis. Maintenant, on va faire le lien entre sa théorie et ce qui se passe en éducation. Ici, j'avais nommé ce chapitre-là « Les dérives de l'éducation dans une société à la dérive » parce que Castoriadis a écrit un livre qui s'intitule « Une société à la dérive ». Donc, je trouvais que ça faisait un lien entre les deux. Donc, ici, on va aborder ce qu'est le projet d'autonomie comme signification imaginaire sociale. On va aussi examiner ce que sont les effets de la crise des sociétés occidentales sur notre système éducatif. Bon. Autonomie, je l'ai mentionné au début, on peut se poser la question, c'est quoi ça veut dire autonomie? Si on décortique le mot autonomie, là j'ai pas trop de place ici, là. On a auto, puis nomos. Auto, ça veut dire, ça vient de soi, puis le nomos, ça représente ici la loi. Donc, c'est des lois qui sont créées par nous, qui vient de soi. Il dit ici, Castoriadis, je reprends sa formule, si à l'autonomie, la législation ou la régulation par soi-même, on oppose l'hétéronomie, c'est au contraire, la législation ou la régulation par un autre, l'autonomie, c'est ma loi, opposée à la régulation par l'inconscient qui est une loi autre, la loi d'un autre que moi. Bon. Puis aussi, à travers son projet d'autonomie, Castoriadis, il mentionne que ce projet-là, c'est un projet d'une société où tous les citoyens ont une égale possibilité effective, égale revient à l'égalité, une valeur qu'on va voir un peu plus tard,
une égale possibilité effective de participer à la législation, au gouvernement, à la juridiction et finalement à l'institution de la société. Donc, la portée de l'autonomie ici, elle a une double portée. On voit qu'elle s'institue dans l'individu, mais aussi au niveau de la collectivité, au niveau du social. Et Castoriadis voit l'autonomie comme étant un moyen, une activité, une disposition, mais non comme une finalité ou un contenu. Aussi, à travers l'histoire, il voit justement que le projet d'autonomie en tant que signification imaginaire sociale, comment je pourrais dire ça? C'est reflété à travers 3 périodes. Et voilà. La première période est l'émergence de la constitution de l'Occident entre le 12e et le 18e siècle. Ça, c'est la première période historique. Il y a également l'époque critique moderne de 1750 à 1950 et la dernière période historique est le retrait dans le conformisme après les années 50. Donc, il voit, Castoriadis, dans le fond, que le projet d'autonomie a perdu son sens après les années 50. Il voit que la signification imaginaire sociale est plutôt reflétée à travers l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle. Pour lui, c'est la signification imaginaire sociale qui est dominante et le projet d'autonomie a été mis de côté. Donc, si on prend l'exemple des effets de la crise des sociétés occidentales sur le système éducatif, Castoriadis y voit une crise des valeurs de la société capitaliste bureaucratique. Il voit une certaine incohérence entre l'obéissance et l'anarchie. Il dit, dans le fond, que plus on crée de planification pour essayer de contrôler la situation, plus on devient incapable de pouvoir appliquer nos idéaux, si on veut, dans nos pratiques. Et il mentionne aussi qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui est relié à l'éducation. D'abord, il dit que l'éducateur doit créer un intérêt chez l'élève pour l'apprentissage et pour le savoir appris. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il dit que les enseignants doivent aimer la tâche d'enseigner et d'aimer les enfants. Et comme 3e élément, il dit que en éduquant les enfants, ils doivent être en mesure de comprendre et de faire des choix dans leur apprentissage et au niveau des connaissances qu'ils ont acquis et de voir, à savoir comment créer une hiérarchie de valeurs en adoptant une certaine attitude réflexive et délibérative. Donc, ils doivent poser un jugement sur les valeurs qu'ils croient qui sont les leurs. Ensuite, il dit aussi qu'il y a une crise de la société dans cette signification imaginaire sociale-là qui est l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle. Il voit dans cette crise une crise également des valeurs et de l'éducation. Il y a une crise de contenu. Il dit qu'il n'y a également aucun consensus sur les finalités éducatives et qu'il y a des attentes contradictoires. Un conformisme généralisé de la société par rapport à elle-même et de l'individu par rapport à la société. Pour lui, il voit dans cette situation-là une crise de l'auto-représentativité qu'il voit comme un pour soi. Il voit que la société n'arrive pas à arriver à ses propres finalités, à aboutir à ses finalités. Et il y a également un rapport d'auto-représentativité qui n'est pas présent entre l'individu et la société. Je me souviens, dans l'un de ses livres, il mentionnait qu'il y avait de plus en plus de modes de socialisation externe, par exemple au niveau des médias, la télévision. Il disait que les individus tentaient de plus en plus de s'éduquer à travers des modes de socialisation externe, ce qui faisait en sorte qu'il y avait une désocialisation interne. Dans le sens que, je prends l'exemple de chez nous, là, admettons que moi, mon père, on regarderait la télévision, mais on ne serait même pas capable de se parler ensemble, d'échanger, d'apprendre l'un de l'autre. C'est comme si le médium qui est la télévision et le médium du savoir, je ne peux apprendre que d'une socialisation externe au lieu de pouvoir socialiser avec vos proches pour faire mon éducation. Et même,
dans plusieurs maisons, il va y avoir des télévisions un peu partout. Donc, l'enfant peut rester dans sa chambre, le parent peut être dans le salon, il peut avoir un autre individu qui est dans le bureau, qui regarde quelque chose. Donc, il y a une privatisation, il y a une difficulté à pouvoir rapprocher l'espace privé et l'espace public. De pouvoir concilier les deux dans une certaine façon. Donc, c'est ça. Il dit également qu'il y a un désintérêt de la chose éducative. Le système éducatif est devenu amoindri, morcelé, multiplié. Qu'est-ce que ça apporte comme effet? Ben, il y a un certain rejet et individualité. Il n'y a pas de projet relatif à la société. Puis aussi, il voit que cette sursocialisation-là mène à un rejet justement de la socialisation. On veut se retirer de la socialisation et ça pour faire notre propre éducation à nous. Donc, finalement, comme moyen de solution à former des individus autonomes, des citoyens autonomes à travers la PAEDIA, il va donner 3 praxis qui sont à 3 différents niveaux. Il va y avoir la praxis psychanalytique, il va y avoir la praxis pédagogique, il va y avoir également la praxis politique. On voit que ces praxis-là visent certaines entités, par exemple la psychanalyse, bien ici on voit que c'est l'individu, la pédagogie c'est la rencontre entre l'individu et le social, privé-public, et la politique qui ici se concentre surtout plus sur le social. Et la pédagogie ici, il l'entend comme l'enseignant développe donc la pleine capacité du sujet à apprendre, à découvrir et à inventer. Ici, il mentionne d'autant plus, bien que la créativité soit une condition préalable à l'autonomie de l'individu, il faut du moins qu'il soit capable de s'auto-limiter, à savoir se fixer des limites réfléchies à travers son activité institutionnelle. Et lorsqu'il parle de la praxis politique et la société autonome, il voit cette praxis-là comme étant une société qui non seulement sait explicitement qu'elle a créé ses lois, ici on voit cette attitude de réflexion envers son activité, mais qui s'est instituée de manière à libérer son imaginaire radical, la capacité institutionnelle de la société, et à être capable d'altérer ses institutions moyennant sa propre activité collective, réflexive et délibérative. Donc pour lui, le projet d'une société autonome, c'est un projet démocratique. En ce qui concerne la PAEDIA et le projet d'autonomie, ici il mentionne qu'il faut socialiser la psyché, comme j'ai mentionné tantôt, de l'individu, afin que ce dernier puisse incarner et investir l'imaginaire social et ses institutions. Donc la PAEDIA ici est vue comme étant un point d'articulation entre la psyché et la société. Ici, quand il parle de PAEDIA, il se réfère à la part de toutes les institutions qui visent l'écolage, l'élevage, l'éducation des nouveaux venus, ce que les Grecs appelaient PAEDIA évidemment. Donc, on peut voir ici qu'il touche à la famille, les classes d'âge, les rites, les écoles, coutumes et les lois. Le monde social en général, puis je me souviens aussi dans un de ses ouvrages, il mentionnait qu'il se référait à Platon ici, il disait qu'on éduque les gens de la cité à travers les ports, en voulant dire que tout ce qui est présent dans la société, ou même ce qui est affiché sur les murs, ici on pourrait prendre l'exemple, faire en sorte que ça nous socialise d'une certaine façon à l'imaginaire présent dans notre société. Pour lui, évidemment, la PAEDIA est une voie pour gérer les maux de la société. La PAEDIA reflète une passion pour la démocratie et pour la liberté, pour les affaires communes. Elle prend la place de la distraction, du cynisme, du conformisme et de la course à la consommation. Quelle est sa fin à la PAEDIA? C'est d'aider ce faisceau de pulsions, l'inconscient et l'imagination à travers un anthropos, un être, l'être autonome ici auquel nous faisons référence, qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Donc, on peut constater ici qu'il y a une mutation, si on veut, en 2 pôles. Il y a une mutation à travers l'individu, mais également à travers la société. Et puis, une PAEDIA démocratique, pour Castoriadis, elle doit être ouverte. Et elle renvoie à 3 valeurs démocratiques fondamentales, qui sont l'égalité, la liberté et la justice. Ici,
la justice est comprise comme étant un processus de la vérité. Elle n'est pas comprise comme étant une fin en soi. Elle est l'activité, elle est le processus. Et cette païdia démocratique-là, elle est libre, citoyenne, permanente et diversifiée. Elle ne doit pas être mutinante. Il mentionne, lorsque la païdia est fermée, elle rend les individus hétéronomes, donc non autonomes. Le rôle de la païdia, c'est la formation toujours sociale d'individus qui ont intériorisé à la fois la nécessité de la loi et la possibilité de la mettre en question, l'interroger, la réfléchir, pouvoir en délibérer avec les autres, nos concitoyens, et d'être libre et d'en être responsable de cette création-là, de cette nouvelle loi. Donc, en termes de conclusion, je ne sais pas si... Ouais, j'ai pas mal dépassé le temps. On peut se poser plusieurs questions en référence à cette recherche-là. On peut se demander quelle est la définition de l'autonomie ici dans notre contexte actuel. Quelles sont les valeurs qu'on associe à l'autonomie? Quelle est la portée de l'autonomie dans les contenus que les enseignants ou les éducateurs dans les autres milieux transmettent aux gens, aux élèves et dans leur pratique pédagogique? Quels sont leurs objectifs pour encourager une éducation à l'autonomie? Est-ce qu'ils y parviennent? Est-ce que leurs actions et les réformes appliquées sont suffisantes? Sinon, pourquoi elles ne sont pas suffisantes? Et comment on pourrait faire la pédagogie autrement pour arriver à former des citoyens autonomes et d'arriver à un projet d'autonomie collectif? Donc, voilà ce que j'avais à présenter. Excusez-moi, j'ai chaud, là. Merci Marilyn. La présentation était fort intéressante. Pour ceux qui ne sont pas peut-être familiers avec le fonctionnement, évidemment, c'est à nous à jaser informellement en prenant une bouchée de notre dîner, en posant des questions à la conférencière et en jasant du sujet. Alors, à nous. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Oui, mais ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un prolongement par rapport à ce que tu viens de dire. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, je lisais une dernière interview, enfin une dernière, excusez-moi, dans le temps, parce que la personne dont je vais vous parler n'est pas morte, mais une interview qui avait été livrée par Marcel Gauchet. Marcel Gauchet, qui est évidemment l'héritier un petit peu de Claude Lefort, à l'école des études en sciences sociales de Paris. Et beaucoup de débats, évidemment, comme toujours à Paris. Et il a dû se faire critiquer ces derniers temps, et il s'est fait accuser de conformiste. Voilà. Alors, Marcel Gauchet, comme d'habitude, au lieu de renvoyer une balle, je dirais, de type journalistique, il a au contraire voulu réfléchir sur, au fond, on m'accuse de conformiste, mais pourquoi et qu'est-ce que c'est? Et alors, il a livré une interview, je pense que je l'ai lue dans le Figaro ou ailleurs, mais je pourrais vous la redonner, Marilyn, si ça vous intéresse. En fait, il a réfléchi sur, précisément, et c'est tout à fait en lien avec ce que tu viens d'expliquer de Castoriadis, sur le concept de conformisme. Et il a dit, dans le fond, je le suis peut-être, parce que nous le serions tous devenus. Nous serions tous devenus, moi je le dis au conditionnel, nous serions tous devenus des individus conformistes, et pour la raison suivante. C'est que depuis la modernité, à laquelle tu as fait allusion, la modernité politique, finalement, notre grand projet, c'est de construire l'individu. Et cet individu, se construisant, en fait, est arrivé à un degré très très fort d'individualité, qui n'est pas tout à fait la même chose que individuation. Parce que l'individuation n'isole pas les individus entre eux. En réalité, l'individualité, si. Et alors, il a justement fait allusion à cette période des années 50, où le rebelle s'est fait, pas le révolutionnaire, le rebelle, s'est fait en réalité un devoir de devenir précisément anticonformiste. Or, le rebelle, et il le dit très bien, ce n'est pas le révolutionnaire. Le rebelle critique ce qui est, mais en termes de construction, point d'interrogation.
Or, il dit en réalité, cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il l'a appliqué à la société française, mais peut-être qu'on peut faire une extrapolation évidemment à d'autres sociétés, nous serions tous devenus en fait des rebelles. Des rebelles dans le sens où on veut être anticonformistes. Mais ces anticonformistes que nous sommes, en réalité, sont devenus des conformistes. Des conformistes, puisqu'il est conforme aujourd'hui d'être anticonformiste. Et alors là, je vais en finir, que c'est intéressant, avec l'idée suivante, c'est qu'il a dit en réalité, cet anticonformisme-conformisme est la raison principale pour laquelle nous sommes en panne d'imagination, en panne d'imaginaire. Ben moi, ce que je peux comprendre à travers cette attitude d'anticonformisme, c'est que on n'arrive pas à s'auto-représenter à travers un projet, par exemple. C'est ça, alors il a très bien dit, nous sommes en panne du collectif. Le collectif, à la rigueur, ne nous intéresse pas. Bon, je ne fais que donner une caisse de résonance bien imparfaite à ce que Marcel Bochet nous a dit cette semaine. Merci, ça fait réfléchir justement en lien avec ce que j'ai présenté. Oui. Je vois un lien aussi avec d'autres penseurs qui reprend un peu l'idée de l'anticonformisme, de rébellion. Ça commence avec les travaux de Durkheim, par exemple, et Merton a continué avec toute l'idée d'anomie, c'est-à-dire qu'en même temps, on veut se présenter comme rebelle, comme anticonformiste, parce qu'on a perdu confiance, on a perdu cette croyance en la légitimité des institutions, notamment les institutions politiques, mais aussi éducatives, religieuses, etc. Donc, c'est comme si on est contraint à se construire comme individu parce que, finalement, les institutions sociales et les garants métasociaux ont été délégitimisés. La conséquence devient, effectivement, puis on le voit en éducation, la difficulté, comme a été mentionné, de se donner un projet commun parce que chacun ou chaque catégorie d'acteurs a maintenant son projet pour l'éducation. Et chacun peut critiquer le projet de l'autre. Et c'est ce qu'on voit, puis d'ailleurs avec Castoriadis, avec d'autres auteurs aussi, je pense à Illich, je pense à Freire, je pense à Gatto, où finalement, eux regardent l'éducation comme ils la voient aujourd'hui. Puis c'est pas une tendance si nouvelle que ça, parce que Nietzsche le faisait à la fin du 19e siècle, mais regardent et accusent l'éducation de s'être vendue finalement au néolibéralisme, par exemple, ou à une société plus industrielle. Et là, c'est toute la critique d'une éducation aliénante parce qu'elle ne permet pas justement l'autonomie, etc. Mais en même temps, ça laisse un peu en l'air la question de qu'est-ce que c'est qu'un système public d'éducation et quelle en est la finalité ou quelle devrait en être la finalité. Souvent, même cette question-là n'aura pas une réponse consensuelle, puis, sauf que ce qui souvent passe inaperçu, je pense, c'est le fait que l'éducation, bien qu'on lui donne des idéaux qui sont plus grands que ceux d'un État politique, par exemple, d'un système économique, en est en fait un outil. C'est un organe du politique qui, aujourd'hui, le politique et l'économique sont très reliés. Donc, oui, les gouvernements ont fait de cet organe-là quelque chose qui pouvait reproduire ce qu'eux attendent, entre autres des citoyens qui sont pas autant autonomes que productifs. Et c'est peut-être là qu'on voit des auteurs plus humanistes, par exemple, venir critiquer le modèle de l'école qu'on a adopté et dire, en fait, un peu comme tu disais, la question de l'hétéronomie, on a des gens qui ont fait une analyse marxiste, par exemple, de l'éducation et qui disent, en fait, l'être humain dans ce système-là n'est plus le producteur, n'est plus l'artisan, il est l'outil. Mais en même temps, il y a des points de résistance qu'on peut observer parce que les idéaux, les croyances des enseignants, par exemple, ne sont pas nécessairement conformes à ça. On regarde, par exemple, les énoncés de politique éducative, on regarde un peu,
Par exemple, les différents cadres théoriques que la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton, pour ne prendre que celui-là, je pense à toute la question de la pédagogie actualisante et ses héritiers, si on veut. Et ce qu'on entend comme discours des futurs enseignants qui sortent, c'est un discours qui est généralement très humaniste, surtout au Nouveau-Brunswick où il y a toute la question de l'inclusion, il y a toute la question de l'éducation minoritaire. Et là, quand tu as parlé d'autonomie, je pensais au vécu autonomisant, à la pédagogie autonomisante, conscientisante, etc. Ce qui fait qu'en bout de ligne, j'ai l'impression que, dépendamment de la classe que l'élève va fréquenter, dépendamment de l'école qu'il va fréquenter, le dosage des ingrédients de ces diverses idéologies-là ne sont pas nécessairement le même. Et dans certains cas, il y aura des espaces propices à la manifestation de la créativité, par exemple, ou de l'expression. Alors que dans d'autres, il y aura une soumission beaucoup plus complète à les idéaux dictés, par exemple, par les évaluations standardisées, par l'exigence de production, de performance et éventuellement d'arriver à s'intégrer dans un marché du travail, pas dans n'importe quel domaine, dans un domaine qui va être monnayable et à l'opposition, par exemple, des humanités, etc. Donc, je trouve qu'il y a plusieurs discours, puis je trouve que c'est difficile d'en formuler une critique qui soit unifiée parce que la réalité va être différente dépendamment du contexte. Ce que j'ai oublié de vous mentionner aussi, cette théorie-là, évidemment, elle a un contenu révolutionnaire. Castoriadis était marxiste au début. Et la raison pour laquelle il a été s'établir à Paris dans les années 40, c'est qu'en Grèce, où il a vécu pendant sa jeunesse, il y a eu la formation d'une dictature, le régime de Métaxas. Donc, à ce moment-là, Castoriadis était vraiment comme militant communiste, il valorisait les contenus marxistes puis tout ça, fait qu'il a décidé de fuir avec d'autres intellectuels, dont Kostas Axelos et Kostas Papandreou, à Paris avec le navire le Mataora. Donc, arrivé à Paris, ben c'est ça, il a décidé de fonder la revue Socialiste ou Barbarie avec Claude Lefort pour justement défendre la cause révolutionnaire. Puis c'est là qu'il s'est distancé du communisme. Il a vu à travers les déboires en URSS tout ça que finalement ça n'arrivait à rien. Puis il a décidé justement de se distancer du communisme pour justement faire de son projet un projet révolutionnaire. Donc on voit à travers justement la présentation que j'ai faite qu'il y a toujours cette volonté-là de construire un nouveau projet collectif. Donc évidemment ces idées étaient quand même assez effervescentes dans son contenu théorique. C'est un peu, je trouve, ce qui guide justement sa réflexion, c'est qu'il y a une prémisse à tout ça, qui est, dans le fond, que la vie a un sens, et la société a un sens, et ça devrait être, il en fait une construction. La question de l'autonomie, de la réalisation, etc. Ce qui est une prémisse qui, à la limite, peut être contestée. Je pense, et qui n'est pas une évidence pour tout le monde. Là, je pense aux psychologues existentiels comme Roloway ou en tout cas, le nom n'est pas vraiment important, mais l'idée où, parmi les grandes sources d'angoisse pour l'être humain, la question du sens en est une cruciale. Et c'est Irvin Yalom qui disait « Le drame de l'être humain, c'est d'être une machine à faire du sens dans un monde qui n'en a pas nécessairement. Donc, à la limite, quand on réalise à un moment donné que le sens, c'est pas, encore là, la perte des garants métasociaux, mais qu'il n'y a pas nécessairement un sens, qu'il n'y a pas nécessairement un projet commun, comme dans le bon vieux temps où l'Église nous dictait la voie, puis au moins cette question-là était résolue de façon claire. Maintenant, ce n'est pas le cas. Des philosophes comme Nietzsche ont beaucoup développé ceci. Donc, c'est un peu ce que je vois derrière le discours de Castoriadis, c'est l'espèce de prémisse selon laquelle il faut donner un sens à la vie. Puis, je préfère en fait le terme anglais « purpose » parce que
c'est plus que juste un sens, c'est aussi une direction. Mhm. Puis dans ce que tu nous as présenté là, c'est un peu ce que je sens. La référence à la psychanalyse aussi peut-être va dans ce sens-là, dans les écrits de Castoriadis. Mais je pense que ça soulève la question de cette prémisse-là. Est-ce qu'elle est vraie? Dans quelle mesure? Puis dans quelle mesure est-ce que cette évidence-là ou non-évidence-là est suffisamment forte pour porter un projet comme celui de Castoriadis? Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, évidemment, je crois beaucoup à la création sociale historique, là, les thèses comme la fin de l'histoire, tout ça, ça, je crois pas, là, évidemment. Ben, je peux voir que... En tout cas, son modèle théorique ici, je trouve qu'il fait du sens pour justement appuyer comment on construit un cosmos à travers l'insensé. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, l'univers est quand même assez insensé et chaotique, puis justement, notre but en tant qu'être humain, c'est d'y trouver un sens, puis de créer un ordre à travers ce désordre-là. C'est ici que Nietzsche dirait pourquoi. Pourquoi, hein? Pourquoi est-ce que ça devrait être notre but? Pour pouvoir se réaliser en tant qu'être humain, je sais pas. Ouais, C'est une bonne question. Est-ce que c'est nécessaire? Dans le sens de la question sexuelle, est-ce que c'est nécessaire? Ah, j'ai un voisin qui est un peu nihiliste. Ouais, est-ce que c'est nécessaire? Ben, c'est toute une question. Ben, moi, je crois que oui, c'est nécessaire d'avoir un ordre, sinon ça serait... Je me demande comment on arriverait à vivre ensemble si on... Mais est-ce que finalement, Castoriadis ne nous le dit pas un petit peu de quelle manière cette autonomie dont tu parles est quand même possible? Possible, ça ne veut pas dire qu'elle va se réaliser, mais quand même possible, justement à partir de la... Il nous a donné quelques grands traits, effectivement, de sa pensée, précisément dans la catégorie de la psyché. Au fond, la psyché, bien sûr qu'elle peut être socialisée, nous sommes tous, mais pas totalement socialisée, y compris dans l'expérience des grands systèmes totalitaires. On a vu qu'en réalité, les choses ont pu changer, y compris de l'intérieur, parce que la psyché avait échappé en grande partie au système totalitaire. Alors, moi je trouve que dans son modèle, Castoriadis, dans son modèle théorique en tout cas, dans son modèle théorique, Castoriadis nous donne cette possibilité-là, cette sortie, ce dépassement possible par la psyché. Et en réalité, l'imaginaire, il est quand même dans la psyché. Oui, c'est ça, parce que c'est toute la dimension institutionnelle. La psyché, c'est l'activité créatrice. L'imaginaire n'est jamais dans l'institution, quelle qu'elle soit. Jamais. Alors moi je trouve que son modèle, il est pas nihiliste du tout. Non, lui, Vous non plus sans doute. Vous non plus sans doute. Mais il nous donne en quelque sorte une voie de sortie que tu as bien présentée. Puis, je n'ai pas mentionné également que ce projet d'autonomie-là n'est pas réservé à un type de société en particulier. Pour lui, son projet d'autonomie est universel. Donc, je tenais à le souligner. Tu as dit que... Non, je disais pas. Tu as dit que l'autonomie, c'était un moyen, une finalité. Est-ce qu'on peut favoriser l'autonomie, par exemple, des élèves sans projet? Le projet ici est vu dans le sens d'une créativité, d'une activité. Le projet ne va jamais être fini, il va toujours être à reconstruire. Parce que l'autonomie est vue comme étant l'activité, le moyen pour arriver à une autogestion de la société ou de la collectivité en général. Mais en d'autres mots, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'autonomie qui peut être développée. Parce que c'est un outil. Donc on ne peut pas développer l'outil s'il n'y a pas de projet. Ouais, je vois ce que tu veux en venir. Mais pour lui, le projet, c'est... Comment je peux dire ça? C'est pas une finalité en soi. L'enseignant qui a en tête, concrètement, OK, j'ai une classe, puis je veux que mes élèves deviennent de plus en plus autonomes. Donc, ils se servent d'autonomie pour construire quelque chose. Ben, ça prend quelque chose à construire, ça prend un projet.
S'il n'y a pas de projet, c'est une fantaisie de penser qu'on est en train de permettre à ces élèves de devenir autonomes. Parce qu'ils ne deviennent pas autonomes s'il n'y a pas de projet. L'imagination créatrice peut être le projet. Oui, exact. L'imagination créatrice. Mais ça prend le projet. Et s'il n'y a pas de projet dans l'enseignement, Mais je pense que c'est là peut-être que le projet, idéalement, ne viendrait pas de l'extérieur, ne serait pas imposé de l'extérieur. Ça vient de soi. L'élève qui participerait, d'où ma question. oui, Si l'enseignant n'est pas là pour favoriser l'émergence de ce projet-là, il n'y a pas d'autonomie possible. Si l'enseignant n'est pas là pour générer ce projet-là, ou favoriser l'émergence d'un projet dans sa classe, dans l'école, dans le district, dans la province, s'il n'y a pas ce projet-là en tête, ben, il n'y a pas d'autonomie possible. On ne peut pas dire, oh, on va développer l'autonomie à partir de rien. Non, mais je vois, à la limite, c'est une conception d'éducation qui ressemble à ce que Rousseau, ou encore peut-être plus Neil, Neil a amené, c'est-à-dire que le rôle de l'enseignant devient de mettre l'élève dans un contexte où il peut exprimer, où il peut explorer et exprimer finalement ce qu'il va créer de lui-même en tentant de se comprendre, mais aussi de se construire. Puis le projet, dans ce moment-là, c'est un projet pratiquement obligatoirement créateur et autonome, dans le sens qu'il va naître de la découverte de mon environnement, la découverte de mes intérêts, ce qui me branche. Mais à la limite, c'est un modèle d'éducation où il n'y a pas de curriculum imposé par l'État, par exemple. Ce qui rejoint, c'est ça, les idées de Rousseau dans les villes, puis Les vrais enfants de Summerhill de Neil. D'autres interventions? Ça revient à la question. Moi, j'ai l'intuition qu'on ne peut pas développer actuellement l'autonomie des élèves parce que, à mon avis, il n'y a pas de projet. Conscient. Conscient, prédéterminé, non, mais ouvert, en tout cas. Oui, mais il n'y a même pas la conscience d'un projet ouvert. Non, ça, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un rapport de force. On est en présence d'un rapport de force. Oui. En tout cas, moi, quand je suivais de près les débats au niveau du curriculum aux États-Unis, c'était une guerre dans les tranchées, justement sur ces réflexions, où d'un côté, on a, comme des exemples qui ont été donnés, cette volonté de faire de l'être humain un être productif, performant, etc., d'où certaines définitions de l'excellence en éducation, etc., que ça a été récupéré par ces mouvements-là. Puis, aux États-Unis, ça reste un débat de fond en permanence entre ceux qui se dirigent dans ces tendances-là, en lien avec l'économie, les tendances politiques et le reste, les tendances économiques, la productivité, l'importance de produire, d'entreprendre, dans le but de produire, de relever les niveaux économiques, sociaux, etc., versus les autres qui mettent davantage l'accent sur l'autonomie de l'être humain et son rôle dans cet exercice de réflexion et de construction sociale. Moi, Personnelle et sociale. Je ne suis pas en éducation, mais je me demande pourquoi c'est contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Parce que, par un certain côté, on peut imaginer qu'effectivement, l'individu qui est formé, là, il va falloir qu'il trouve un emploi, etc. Autrement dit, d'un point de vue très pragmatique. Mais cet individu qui va trouver un emploi, pourquoi ne pourrait-il pas aussi être autonome? Mais je pense que c'est peut-être un peu la fin un peu inattendue de ces systèmes d'éducation-là qui sont tellement dirigés d'en haut et tout le reste et qui donnent peu de place à l'initiative des enseignantes, enseignants, très peu d'autonomie dans l'exercice, dans les choix pédagogiques et tout le reste.
mais qui, malgré ça, produisent des personnes qui ont ces caractéristiques d'autonomie, de choix, de création. Donc, c'est pas une contradiction, mais c'est ça. C'est un rapport c'est quand même un rapport de force qui existe dans les priorités qu'on veut accorder à l'un et à l'autre dans le système. Je suis d'accord, c'est une tension, puis c'est pas nécessairement une opposition constante. Moi, je Non. vois comme un diagramme de Venn. Ouais. Il y a une intersection entre les deux. Il y a des gens qui vont se retrouver dans les deux, qui vont pouvoir développer leur autonomie, puis en même temps se trouver une place performante, productive dans la société, puis ça ne rentre pas en contradiction, puis qu'ils le vivent très bien. Mais en même temps, il y a les gens qui sont en dehors de cette intersection-là. Il y a par exemple la personne qui va dire bon, ben moi, ce qui m'intéresse, la littérature canadienne comparée, par exemple, et va faire de l'éducation, va se former dans ce domaine-là, pour finalement se rendre compte que, venu le temps justement de trouver un emploi, ben, il n'y a rien dans ce domaine-là. À ce moment-là, ça crée une tension chez cette partie-là de la population parce que c'est la remise en question de la pertinence des institutions d'éducation, de la pertinence d'un discours dans lequel ils ont baigné, qui fait valoir l'importance des arts, de la littérature, etc., mais qui en même temps semble pas leur permettre d'en vivre. Donc, il y a un peu ça. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui vont dire ben, moi, j'aurais peut-être le goût de faire de la littérature ou de faire des arts, mais je suis inquiet de ne pas pouvoir gagner ma vie avec ça. Je vais aller faire mon MBA, même si, à la limite, je trouve pénible de le faire et je trouve pénible de travailler comme administrateur, mais il faut payer la facture. Donc, ce n'est pas une opposition, je pense, qui est réconciliable. Je pense qu'il y a beaucoup de liens, un univers d'intersection qui est assez élevé, mais il y a quand même, dans la mesure où, on l'a vu avec l'exercice de viabilité des programmes, où il y a des décisions à prendre quand il s'agit de mettre de l'argent quelque part, où là, différents groupes auront différentes visions de dire, ben, est-ce qu'on va continuer à mettre de l'argent dans la philosophie, par exemple, dans la mesure où les débouchés comme philosophe, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on en a vraiment besoin comme société, besoin défini au sens très étroit de dire est-ce que ça va produire quelque chose, ça va donner une valeur ajoutée dans un système. Je pense qu'on est là. Non, mais c'est la question qui se pose, puis c'est le discours qu'on entend. C'est le discours qu'on entend. Moi, personnellement, pour avoir fait mon cégep au Québec, avoir fait des cours de philosophie, je ne remets pas ça en question du tout. Puis je vais terminer avec ça parce que je sais que d'autres personnes vont intervenir. Et cette logique de performance-là, ça va très loin. Puis il y a Samuel Leblanc, que certains connaissent ici, qui est en train d'initier un projet qui est extrêmement intéressant, qui est qu'est-ce qu'on pense finalement de l'usage des psychotropes comme Adderall, Ritalin, etc., dans le milieu universitaire, par exemple, dans le simple but d'améliorer la performance académique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve, c'est une tricherie de d'être interdit, ou si, dans une logique justement de performance, c'est quelque chose qu'on devrait permettre, voire favoriser, parce que ça va rendre les gens plus performants. Ça peut aller jusque-là, à la limite, cette question-là. Puis la réponse n'est pas évidente, dépendamment du système de valeurs qui est derrière. Ce que j'allais dire, puis là je vois que le temps file, que je vais essayer d'être rapide. Ce qui me fait réagir, c'est si on prend votre idée de réconcilier les deux, c'est pas que la mienne. non, mais je sais pas, cette idée-là, vous avez comme dit, de réconcilier les deux, ben, à ce moment-là, faire un programme, suivre un programme de littérature canadienne comparée, c'est un moyen. Et l'emploi qui va déboucher à la fin n'est pas une finalité, mais c'est aussi, si on est pleinement autonome et créatif, on va se dire comment je pourrais trouver un emploi par lequel je pourrais faire véhiculer mes connaissances et que ça serait mon projet de vie. Donc, comment je pourrais trouver un emploi, puis je prends mon exemple, doctorat en philosophie, mais à travers un poste de professeur en éducation, je peux absolument faire vivre ma passion en philosophie d'éducation, mais la finalité, c'est juste
ce n'est pas le travail, c'est mon œuvre, c'est l'action, c'est la pratique, c'est qu'est-ce que je vais créer. Fait que la question, elle est biaisée ou elle est truquée d'avance parce que le but n'est pas de je vais faire une formation pour avoir un emploi, mais c'est qu'on n'est pas assez autonome dans la création de notre projet pour dire pourquoi je fais ça, puis quel est le moyen qu'est-ce que je veux faire, quel est le moyen qui va me permettre de le faire. Si c'est l'éducation de la société, c'est un programme d'éducation des maîtres, ou c'est peut-être aussi un autre biais qui va me permettre d'éduquer les enfants. Je pense qu'il faudrait effectivement, je pense que ça mériterait d'être discuté, ces questions-là, parce que, bon, je suis une observatrice, évidemment, comme tout le monde, et ce que je vois, c'est que nous sommes en train de nous enliser dans une logique d'éducation réductionniste. Pourtant, connaissant la génération de Réal et des autres, Catalina, Simone, etc., ça fait très longtemps que d'ici émane un projet beaucoup plus englobant. Mais actuellement, et je ne voudrais surtout pas le lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit, mais ce matin, j'ai écouté quelques mots de la nouvelle ministre de l'éducation postsecondaire. Je regrette, je n'ai plus son nom en mémoire. Madame Landry, qui est sûrement quelqu'un de très très bien. Moi, je suis prête à lui faire, comment dirais-je, confiance. Mais elle a dit ceci, évidemment, elle a dit ceci en relation à une question qui lui était posée. Donc il faut replacer son discours dans le contexte. Et la journaliste ou la personne qui l'a interviewée lui a demandé « Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Et elle a dit tout de suite, d'emblée, c'est de rapprocher les appareils d'éducation, elle n'a peut-être pas employé le mot appareil, mais les systèmes d'éducation des besoins économiques. Je me suis dit, ça y est. Ça y est. Mais attention, moi je redis ça et je vous demande d'être très 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 tolérant par rapport à ce qu'elle a pu dire, parce qu'encore une fois, elle a dit quelque chose à l'intérieur d'un cadre qui était bien déterminé, c'est-à-dire une réponse ponctuelle à une question ponctuelle. Donc ce n'est pas une thèse qu'elle a présentée, évidemment, et je ne voudrais pas qu'on pense qu'elle ne pense que cela. Mais enfin, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est une tendance, on a vu, je ne sais pas si vous avez regardé le reportage des 50e de l'université, à propos du 50e de l'université, et on fait une entrevue avec la directrice générale de l'entreprise du Grand Moncton, je ne sais pas trop, elle a dit on a plein d'emplois, mais l'université ne forme pas pour ça. Il faudrait arriver les deux. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait un débat pour dire, au fond, quel est le rôle de l'université. C'est une époque qu'on doit avoir ici et qui est générale. Parce que même si on dit, c'est ça, parce que même si on dit que le système d'éducation, et je pense que Castoriadis, parce qu'il faut quand même remettre notre discussion dans le contexte, car Castoriadis n'a jamais dit le contraire, l'éducation fait partie du contrat social. Ça c'est clair. Alors qu'est-ce que c'est que le contrat social? Ça n'est pas réducteur à de simples emplois économiques, le contrat social. En tout cas, bon, beaucoup à dire. Mais lui, justement, pour revenir à l'imaginaire, lorsqu'il mentionnait que la signification imaginaire sociale de l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle avait pris le dessus sur le projet d'autonomie, ça rentre justement en lien avec ce que vous mentionniez. Je veux dire, le rôle de l'éducation, est-ce que c'est seulement de pourvoir certains besoins économiques? On voit que justement la signification imaginaire sociale imprègne le discours et les valeurs de nos systèmes au détriment du projet d'autonomie. Bon, je trouve approprié qu'on termine en écoutant une conférencière. J'apprécie beaucoup les échanges, le discours, c'était fort intéressant. Merci de votre participation, votre présence. On espère vous voir à la prochaine pause de midi du RDA. Si vous invite à rester et à continuer votre journée. C'est la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine, vous avez raison. Oui, c'est vous-même, oui, tout à fait raison. Donc, une publicité ponctuelle comme ça. Alors, à la semaine prochaine, d'abord, merci.